Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième série sur l'œuvre de Tzvetan Todorov, Les Aventuriers de l'Absolu, sur laquelle j'ai fait une vidéo d'introduction il y a quelques semaines et dans laquelle je vous disais que je reviendrai avec 3 nouvelles vidéos dédiées chacune à l'un des auteurs qui sont le sujet central de l'œuvre de Todorov. Et aujourd'hui on commence avec le grand, l'unique, le magistral Oscar Wilde, qui est un auteur, poète, dramaturge que j'admire beaucoup et grâce à l'œuvre de Todorov, j'ai appris encore plus de choses sur sa vie. On a l'impression de le comprendre mieux et de comprendre mieux son œuvre quand on comprend certains événements de sa vie et sa conception de la beauté. Et donc c'est cette conception que je vous laisse découvrir en partie, parce que c'est très très vaste et très varié, mais on va commencer avec les quelques passages que je vais vous lire et j'espère que ça vous donnera envie d'en découvrir plus. Dans les dernières décennies du XIXe siècle, en Europe comme en Amérique du Nord, un homme plus que tout autre incarne l'idée que la vie doit être conduite selon les seules exigences du beau. Il se nomme Oscar Wilde. Habillé avec une élégance qui frôle la provocation, amateur de fleurs et de pierres précieuses, habitant une maison conçue comme une œuvre d'art, ami d'hommes célèbres et de femmes éblouissantes, admirateur des artistes, auteur de poèmes maniérés, d'un roman sulfureux et de comédies brillantes qu'un public charmé applaudit tous les soirs, Wilde apparaît aux yeux de ses contemporains comme l'apôtre de la beauté. Il est pour eux le zélateur d'une religion nouvelle, le partisan de l'éviction du bien par le beau, le promoteur de l'esthétisme, c'est-à-dire de l'idéal d'une existence belle. Wilde est à la fois le brillant porte-parole de la doctrine et son incarnation exemplaire. Pourtant, pour nous aujourd'hui, Wilde apparaît comme l'emblème d'une toute autre posture, celle de l'artiste victime des préjugés de son temps, à la carrière brutalement interrompue par un procès pour homosexualité. Donc si vous ne connaissez pas la vie de Wilde, pour résumer le contexte, à la toute fin du 19e siècle, 1895, Wilde vivait une passion, une idylle avec Alfred Douglas, qu'on surnommait Bosie. Et en fait, le père de cet Alfred Douglas, le marquis de Queensberry, a insulté Wilde en public pour l'humilier en raison de cette liaison homosexuelle qu'il a tenté de briser par tous les moyens. Et Wilde, en réponse, intente un procès en diffamation au marquis de Queensberry qui en fait se retourne contre lui puisque au cours de ce procès seront prouvées les allégations du marquis, c'est-à-dire que Wilde est bel et bien homosexuel ou en tout cas entretient une liaison homosexuelle. Car c'était un crime à l'époque dans l'Angleterre victorienne et c'est encore un crime aujourd'hui dans plusieurs pays du monde et c'est absolument scandaleux et ça détruit des vies, comme nous en avons un exemple tragique ici. Aujourd'hui, nous interprétons la biographie de Wilde avant tout comme une illustration des préjugés et de l'hypocrisie dominant la société victorienne. Une société qui tolère l'homosexualité pourvu que celle-ci ne s'exhibe pas et qui peut la punir sévèrement pour se prouver à elle-même sa vertu. Il est pourtant difficile de s'en tenir à cette seule dénonciation. C'est qu'un procès honteux n'est pas le seul événement tragique dans la vie de Wilde. Non moins grave est cette autre fracture. Après sa sortie de prison, il se découvre incapable d'écrire. Parce que justement, après ce procès-là, Wilde va être condamné à la prison et au bagne. Et donc, comme Todorov est en train de l'expliquer, ces années vont avoir un effet désastreux sur sa santé mentale, sur son besoin de reconnaissance, sur beaucoup de choses. Et en fait, 3 ans après sa sortie, après sa libération, il décède à l'âge de 46 ans. Si l'on embrasse d'un regard la vie de Wilde entre sa libération et sa mort, en 1900, on a du mal à écarter l'impression que cette période correspond à une lente mais inexorable dégradation. Tout se passe comme si, sorti des geôles anglaises, Wilde restait toujours enfermé dans une prison intérieure, d'où il lui était désormais impossible de s'échapper. Oscar Wilde présentait sa propre vie comme l'illustration de sa philosophie. Il est donc légitime de se demander si quelque chose dans cette philosophie même ne préparait pas la déception à venir. Pour tenter de percer un jour cette énigme, nous devons apprendre à mieux connaître Oscar Wilde et saisir le sens qu'il mettait dans ce projet, devenir l'apôtre de la beauté. Donc, pour
apprendre à connaître un peu mieux Oscar Wilde, comme il le dit, Zvetan Todorov lui consacre 6 ou 7 parties. Donc en fait on va parler de ses amours homosexuels et de sa vision de l'amour entre les hommes, qui pour lui est différente et qui est même la forme la plus noble d'amour. Il explique voilà pourquoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi la tragédie de son idylle avec Bosie qui va durer plusieurs années, que Todorov expose en 4 actes et qui, je ne vous le cache pas, finit mal. On a aussi la perception romanesque de la vie par Wilde et en fait comment sa vie finit par devenir un roman qui n'est pas le roman qu'il avait espéré. Il y a aussi des points très intéressants sur le fait qu'Oscar Wilde a écrit des comédies qui ont toujours un ton un peu grinçant et que donc en fait c'est difficile pour lui de revenir à cette légèreté dont on a besoin pour créer. En fait, on dit qu'Oscar Wilde avait 2 choses essentielles à sa vie, les plaisirs matériels, donc ce qui correspond à l'idéal de la vie du dandy, et qui n'est pas si superficiel qu'on pourrait le penser de prime abord, même si c'est une conception de la beauté qui passe en dessous d'une autre qu'on va explorer. Et puis il y avait une deuxième chose essentielle, c'était le besoin de reconnaissance du public, de la société parisienne, puisqu'il va s'exiler à Paris après sa libération, à Paris et en France. Et en fait, voilà, il ne recouvrera jamais la reconnaissance et l'admiration qu'il escomptait. Et ça fait partie des éléments qui le conduisent à la déchéance, à la dégénérescence, jusqu'à la mort. Donc, leçon, ne nous soucions pas du regard des autres et apprenons à vivre dans la simplicité. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout quand on est une âme créatrice, une âme d'artiste, un génie comme Oscar Wilde. Donc voilà, il y a beaucoup de points. Il y a aussi la figure christique qui est un élément très intéressant dans l'œuvre de Wilde, qu'il a exploré dans l'âme humaine, je crois, l'âme de l'homme, et dans l'essai De Profundis. Et en fait, la figure du Christ est très intéressante puisque pour Wilde, Jésus est l'individualiste parfait. Et Wilde développe sa conception de l'individualisme, et Todorov l'explique d'ailleurs pour nous le rendre peut-être plus accessible. En fait, le paradoxe dans la vision de Wilde, c'est que il n'y a qu'en étant l'individualiste parfait, absolu, qu'on peut être véritablement altruiste. Et il explique en quoi Jésus en fait est le plus individualiste des hommes et en quoi il est le plus absolu des artistes, puisque sa vie est une œuvre d'art. Qu'il encourage chacun à trouver le royaume en ce qu'il est et non pas en ce qu'il possède ou en ce qu'il fait. Donc je m'arrête là pour le thème de la figure christique chez Wilde, mais c'est vraiment très intéressant qu'on soit branché religion ou pas, hein, parce que quand même les religions et les figures religieuses sont fondateurs pour nos sociétés, quoi, nos civilisations et puis les œuvres d'art qui nous ont été léguées. Figure du Christ qui est très présente chez Dostoïevski aussi, et d'ailleurs il y a des parallèles entre Wilde et Dostoïevski qu'ils ont fait dans l'œuvre de Todorov, notamment dans l'impact qu'ont eu les années de prison et de bagne sur l'un et l'autre des écrivains qui sont totalement différentes. Puisqu'on a bien compris que Wilde, c'était plutôt la destruction qui avait pris le dessus. Mais donc je vais me concentrer sur les 2 parties que Todorov intitule « La vie sous le signe du beau », premières approches, et la vie sous le signe du beau après Dorian Gray, puisque c'est une vision qui a évolué dans la vie de Wilde, et en fait c'est presque difficile de savoir quelle a été sa vision finale, j'ai envie de dire, ou plutôt sa réelle vision de ce qu'est le beau et ce qu'est la vie belle, parce qu'il y a des œuvres qui vont à l'encontre de ses théories et de ses positions antérieures, et en même temps il finit toujours par revenir à une conception ou à l'autre, donc c'est un peu difficile de savoir. Depuis ses années d'études, Wilde porte une grande admiration à Baudelaire. Il recopie ses vers dans ses cahiers, il aime même les crier à tue-tête dans les rues de Londres. Tout se perd, les amis. Quand est-ce qu'on criera de nouveau des vers de Baudelaire dans les rues de Paris, de Londres, Tokyo and the world? Chiche de faire ça demain dans les rues de Paris. Oscar Wilde n'ignore pas non plus les 2 chemins tracés par Baudelaire pour tous ceux qui désirent mettre leur vie au service de la beauté, celui du dandy et celui du poète. Et il reprend la distinction à son compte. 2 voies s'offrent à tout individu qui aspire à la perfection personnelle. Il faut soit être une œuvre d'art, soit porter une œuvre d'art. Ces 2 voies, selon Wilde, ne sont pas équivalentes. Bien qu'il soit artiste lui-même,
Il préfère celle qui transforme la vie en œuvre à celle qui la réserve à la production d'œuvres. Lord Henry, personnage de Dorian Gray, en donne une justification. La vie de l'artiste est pauvre, dépourvue d'intérêt, puisqu'il a tout mis dans ses œuvres. Les bons artistes existent simplement par ce qu'ils font, et sont en conséquence totalement inintéressants dans ce qu'ils sont. Wilde partage ce point de vue. Devenir une œuvre d'art est le but ultime de la vie, écrit-il. Et il applique ce précepte à lui-même, et s'exclame devant un ami « Je veux faire de ma vie même une œuvre d'art ». À quoi ressemble une telle vie? À ses débuts, Wilde semble trouver une réponse facile à cette question. Avoir une vie belle, c'est être élégant et s'entourer de beaux objets. De cette époque date l'aphorisme suivant « Je trouve chaque jour plus difficile de vivre à la hauteur de ma porcelaine bleue ». Oscar Wilde a alors 20 ans. C'est toujours l'humour piquant de Wilde qui est incroyable. D'ailleurs, j'ai une carte postale depuis que j'ai 12 ans, je crois, dans ma chambre. Vous savez, les jolies cartes postales qu'on achète chez les libraires, les boutiquiers. Et en fait, c'est une citation qui dit personne n'est de Wilde, donc personne n'est parfait. Moi-même, je suis très sensible au courant d'air. Et en fait, c'est ce genre d'humour qu'on retrouve dans L'importance d'être constant, qui est une de ses premières comédies. Je crois que c'est une de ses premières. Mais voilà, si vous aimez l'humour un peu grinçant comme ça, il est très spirituel. Allez lire une partie de l'œuvre de Wilde, parce qu'il y a aussi des choses beaucoup plus hardcore. Comme Dorian Gray notamment, dont on va parler, puisque c'est dans son roman Le portrait de Dorian Gray que Wilde développera pleinement sa conception de la vie belle. Je pense pas qu'il soit nécessaire, si vous ne connaissez pas le scénario, l'histoire de Dorian Gray, je pense pas que j'ai besoin de vous la détailler. Ça peut peut-être aider à comprendre la conception de la beauté qu'on va développer, mais c'est très facile de savoir de quoi parle cette œuvre en fait, et j'ai même l'impression que c'est un des romans tellement mythiques que tout le monde sait un peu de quoi ça parle sans forcément avoir lu l'œuvre. Donc vous pouvez trouver ça très facilement sur internet, et je me souviens même que la première fois que j'ai entendu parler de cette œuvre, c'est dans une chanson de, je ne sais plus comment s'appelle ce chanteur, mais c'était une chanson genre que j'ai écoutée après un de mes premiers chagrins d'amour, encore une fois quand j'avais 12-13 ans. Je crois que c'est John Mayer, et il parle de Dorian Gray en fait. Dedans je me disais, mais c'est qui ce Dorian Gray? Sotte que j'étais. Bon bref, c'est comme ça que j'ai découvert cette œuvre magnifique que j'ai lue en français puis en anglais, comme quoi il faut bien en démarrer quelque part, hein. Et nous voici avec Todorov quelques années plus tard. Donc, l'interprétation du roman Le portrait de Dorian Gray pose un problème au lecteur, car il ne sait pas s'il doit prendre à la lettre les thèses exposées dans le livre sur la nécessité de soumettre sa vie aux exigences du beau. En cherchant à le résoudre, le lecteur découvre que dans son roman, Wilde présente deux et non une seule version de la vie belle. La première variante, qui a ses faveurs, expose la doctrine en termes très généraux. Elle consiste d'abord à affirmer la simple possibilité de traiter la vie comme l'un des beaux-arts. La vie n'est pas seulement un art parmi d'autres, elle est le premier et le plus grand des arts auxquels tous les autres ne semblaient être qu'une préparation. C'est Lord Henry qui exposera les grands principes de la doctrine au cours de sa première rencontre avec Dorian. En voici le postulat de base. Le but de la vie, c'est l'épanouissement de soi. Réaliser notre propre nature à la perfection, voilà notre raison de vivre en ce bas monde. C'est un postulat qu'on pourrait qualifier d'individualiste, car il ne ménage au départ aucune place pour des êtres autres que soi. Mais ce qui est condamnable, c'est précisément l'acte de condamner ce qui nous est propre. Toute exclusion, toute influence subie est à prohiber, car elle nous prive de notre être. Pourvu qu'elle soit forte, toute expérience, par le fait même qu'elle est réalisée, est bonne. Et c'est là qu'il ne faut pas avoir comme préjugé ou penser que Wilde se fait le promoteur de la débauche, en fait, parce que la débauche est plus belle qu'une vie bien rangée, on va dire. Non, vraiment, toute expérience est bonne à prendre, même si c'est un mariage bien rangé. C'est pas forcément la fascination et l'admiration devant le mal, comme on peut l'avoir chez Nietzsche, qui est un contemporain de Wilde, son aîné d'à peu près 10 ans, je crois. Et encore que, je dis ça, mais parfois Wilde tombe dans cette conception du mal qui n'est pas forcément représentative de toute la beauté du monde, mais qui peut justifier une forme de beauté. Et on va en parler aussi dans l'extrait qui arrive.
Donc dans cette première conception de la vie belle qui consiste à s'épanouir entièrement en tant qu'individu, Wilde se détache de son point de départ baudelairien. Puisque la poursuite du beau n'est rien d'autre que l'épanouissement de soi, elle est accessible à chacun et non seulement aux meilleurs, aux élus ou aux aristocrates, parce que Baudelaire avait ce côté un peu élitiste. Peut-être parce qu'irlandais et homosexuel, Wilde est conscient d'appartenir à des groupes minoritaires et marginaux et n'adhère pas à l'aristocratisme de Baudelaire. À la différence de celui-ci, il approuve le socialisme. Cette doctrine est ce que Lord Henry appelle le nouvel hédonisme, une philosophie de vie où chacun reste son unique juge et où le but est d'accumuler le maximum de plaisir. Mais dans quelle mesure le destin des personnages du roman correspond-il à ce programme général ? C'est ici que nous rencontrons là la seconde version de la doctrine, qui ne satisfait pas vraiment aux exigences de la première. L'exemple le plus clair est fourni par le héros du roman, du livre, peu importe, Dorian Gray. Lui-même distingue deux niveaux d'accomplissement. L'un, qu'il considère avec condescendance, correspond à l'idéal du dandy, savoir porter un bijou, nouer une cravate, manier une canne. L'autre, auquel il aspire, est bien plus ambitieux. C'est justement ce nouvel hédonisme ou encore la spiritualisation des sens. Dorian se soumet à un précepte « il vaut mieux être beau que bon » et pousse ce précepte plus loin. La beauté est non seulement préférable au bien, elle permet de plus d'excuser le mal. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et ça c'est une vision qu'on retrouve dans Dorian Gray, le portrait de Dorian Gray, mais pas forcément dans d'autres œuvres de Wilde. Donc il faut prendre cette conception de la vie avec pincette et ne pas forcément penser que Wilde adhère à tout ce qu'il fait dire et penser au personnage de son roman phare. Parfois, pour Dorian Gray, le mal n'était plus à ses yeux qu'une méthode lui permettant de réaliser sa conception de la beauté. Et c'est là qu'on retrouve le parallèle avec Nietzsche, qui, dans La volonté de puissance, écrit en 1895, après l'éruption d'un volcan indonésien qui était une catastrophe humaine, Nietzsche écrit dans La volonté de puissance « 200 000 êtres anéantis d'un coup, c'est magnifique, voilà comme l'humanité devrait finir ». Bon. En quoi exactement consiste l'erreur du maître comme du disciple, de Lord Henry comme de Dorian Gray ? En ce qu'ils n'ont pas vraiment suivi le programme initialement tracé. L'épanouissement de l'individu implique qu'on n'en retranche rien. Or, Dorian et Henry ont négligé une part essentielle de ce qui fait l'être humain, sa relation aux autres hommes, et par là même sa conscience, donc aussi sa vie morale. Si toute expérience a sa valeur, pourquoi chercherait-on à exclure de la vie la compassion ou la joie partagée ? Dorian n'est mu non par le désir de l'épanouissement total, mais par une soif effrénée du plaisir, par une fuite éperdue devant l'ennui, #confinement, par une fuite éperdue devant l'ennui, ce que je viens de dire, au détriment de toutes les autres facettes de son existence. Il a échoué non parce que le programme initial était mauvais, mais parce qu'il n'a pas su le comprendre et l'appliquer dans son intégralité. C'est un peu comme les gens qui peuvent être loués pour une transition vers le véganisme et qui s'arrêtent en cours de chemin parce qu'ils ne font pas les choses comme elles seraient le mieux pour eux, et donc disent « bah non, le véganisme c'est nul, je n'en veux pas, ils rejettent tout en bloc », alors qu'en fait, s'ils s'y étaient pris un petit peu mieux ou de manière plus informée, ils se seraient rendu compte que le projet était tout à fait viable et même désirable. Voilà, c'était la petite seconde militante au milieu de la vidéo. Bon, ensuite j'ai relevé beaucoup d'autres passages, mais je vais vous les épargner car cette vidéo est sûrement déjà un petit peu longue, même si vous en conviendrez, c'est très intéressant. Et donc je vais terminer sur le paragraphe qui clôt cette première partie, qui peut être la leçon qu'on retient d'une des œuvres centrales d'Oscar Wilde. Le portrait de Dorian Gray doit donc être lu comme à la fois l'évocation d'un idéal de vie et la description des 1001 manières de ne pas l'atteindre, comme une mise en garde contre les embûches qui guettent chacun sur cette voie. Voilà, c'était la première vidéo sur l'un des aventuriers de l'absolu dont a parlé Tzvetan Todorov. Et il était temps que ça se termine puisqu'il est 18h30 et que la lumière commence à tomber car nous sommes en automne et que c'est déprimant. Mais heureusement, la beauté du monde et de la littérature et des smartphones qui nous permettent d'accéder à des e-books qu'on ne trouve pas en librairie sont là pour nous remonter le moral. Et en plus, ça va bientôt être l'heure d'aller manger.
peut-être après du sport. J'espère que vous serez là pour la prochaine vidéo sur le deuxième poète qui est presque tout aussi intéressant car j'ai quand même mon petit penchant affectif pour Wilde. Heureusement que je l'ai pas rencontré dans la vraie vie, sinon j'aurais été trop dégoûtée qu'il soit homosexuel quoi. Mais bon, il a eu une femme hein, d'ailleurs, et des enfants, qu'il a été interdit de voir parce qu'il avait été condamné pour homosexualité. Ça va un petit peu mieux en 2020, mais nous avons encore des progrès à faire. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, peu importe, et je vous dis à la prochaine. Ciao.